dans les ruelles calmes de Nangis, en Seine-et-Marne, où les champs s'étendent comme un manteau vert sous le ciel d'automne. Une maison isolée abrite les derniers échos d'une voix qui a traversé des générations. Pierre Perret, l'homme aux chansons espiègles et aux mots ciselés comme des joyaux d'argot, n'est plus que l'ombre de lui-même. À 91 ans, son corps, jadis animé par une énergie contagieuse sur les scènes de l'Olympia, ploie sous le poids des ans et des épreuves. Les nouvelles filtrent au compte-gouttes, murmurées par ceux qui l'ont approché, mais une voix émerge du silence, celle de sa fille aînée, Anne, gardienne farouche des secrets familiaux. Pour la première fois, elle accepte de lever un coin du voile sur la descente aux enfers de son père. Un homme brisé par les pertes successives qui ont érodé son âme bien avant son corps. Ce récit n'est pas seulement celui d'une fin inéluctable. Il est le portrait d'une tendresse infinie, d'un humour qui s'effrite et d'une famille qui lutte pour préserver la dignité d'un géant fragile. À travers ces mots, on entrevoit les fissures d'une existence publique, où les rires des tubes comme le zizi masquaient des abysses de chagrin. Ce qui suit est une plongée dans les méandres de cette histoire, chapitre après chapitre, où la joie d'hier cède la place à la mélancolie d'aujourd'hui. Pierre Perret naît un matin de juillet 1934, dans la chaleur moite de Castel-Sarrazin, une petite ville du Tarn-et-Garonne nichée au bord du Tarn, où l'eau paresseuse reflète les platanes centenaires. Le Café du Pont, tenu par ses parents Maurice et Claudia, est le cœur battant de ce bourg ouvrier. Derrière le comptoir, le jeune Pierre absorbe les bribes de conversation crues, les jurons des camionneurs, les rires gras des habitués. C'est là, au milieu des verres emplis de vin rouge et des volutes de tabac, que se forge son oreille pour les nuances de la langue française. Cet argot vivant qu'il transformera plus tard en or poétique. Son père, maçon de son état, lui enseigne la robustesse du travail manuel, tandis que sa mère, aux mains calleuses, lui murmure des comptines occitanes qui imprègnent ses premières mélodies. À 14 ans, l'appel de la musique le pousse vers Toulouse, où il intègre le conservatoire. Le saxophone devient son prolongement, un instrument qu'il dompte avec une ferveur presque animale. Il forme un quartet avec des amis d'enfance, écumant les bals musettes des villages voisins, où les corps se pressent sous les guirlandes de lumière criarde. Mais la scène théâtrale l'attire autant. Au Conservatoire d'art dramatique, il décroche un accessit de comédie, rêvant de fouler les planches comme un Molière moderne. Ces années d'apprentissage sont un kaléidoscope de découvertes. Les classiques de Racine lus à la lueur d'une lampe à huile, les premiers accords grattés sur une guittre usée. Pierre, avec ses cheveux en bataille et son sourire en coin, est déjà ce mélange d'insouciance et de gravité qui le définira. La guerre, bien que lointaine, laisse des cicatrices. Rationnement, murmure d'occupants. Pourtant, c'est le service militaire, en 1953, qui l'éloigne brutalement de ses ambitions. Affecté à la musique du train à la caserne Duplessis, il passe 27 mois à parader sous l'uniforme, le saxophone en bandoulière. Loin des cabarets parisiens qu'il idéalise, il compose en secret, griffonnant des paroles sur des bouts de papier journal. À son retour, Paris l'accueille comme une amante capricieuse. Il s'installe dans un garni exigu, enchaînant les auditions infructueuses. Boris Vian, ce géant bienveillant, le repère un soir au cabaret La Colombe et l'encourage. « Écris, mon gars, tes mots sentent la vie. »
C'est le début d'une ascension discrète, faite de nuits blanches et de refus cinglants. Anne, la fille aînée, se souvient de ses récits paternels comme d'un feu de camp. Papa nous contait ses années comme des aventures de cape et d'épée. Le saxophone qui pleure dans les trains militaires. Les premiers applaudissements volés dans les fumoirs enfumés. Il n'était pas encore le Pierre Perret des disques d'or, mais déjà un conteur né, un homme qui transformait la misère en fable joyeuse. Dans cette évocation, on perçoit l'admiration intacte d'une fille pour le père qu'elle a connu invincible. Pourtant, ses racines, si fertiles en inspiration, portent en elles les germes d'une vulnérabilité, une santé fragile, héritée des poumons fragilisés par les nuits froides du sanatorium qu'il fréquentera plus tard, et une sensibilité exacerbée qui le rendra perméable aux chagrins futurs. Le succès naissant, Avec moi j'attends Adèle en 1957, n'efface pas les doutes. Pierre tourne en Afrique en première partie des Platters, mais une pleurésie le cloue au lit en 1958, l'envoyant au plateau d'Assy pour 2 ans de cure. Le métier, touché par son talent naissant, organise un musicorama de soutien. C'est là, dans l'air pur des Alpes, qu'il écrit ses premières grandes chansons, transformant la maladie en muse. Anne, en revoyant ses photos jaunies, soupire. C'était peu son premier combat contre l'invisible, ce corps qui trahit l'esprit. Il en riait, mais ses yeux trahissaient la peur. Ce chapitre des origines dessine un portrait nuancé, un enfant du peuple devenu artisan des mots, dont la joie de vivre est une armure forgée contre les tempêtes à venir. Simone Mazaltarim entre dans la vie de Pierre comme une bourrasque d'été, en 1957, au bureau de Barclay Records. Elle, d'origine arménienne, avec ses yeux sombres et son rire franc, est secrétaire, veuve précoce, portant déjà en elle les jumeaux Alain et Anne, fruit d'un premier mariage éphémère. Pierre, guitariste en herbe, la courtise avec des sérénades improvisées, des calembours qui la font rougir. Leur union, scellée en 1962 sous le nom de Rebecca, un surnom affectueux inspiré d'un roman de Daphné du Maurier, est un rempart contre la solitude des tournées. Ensemble, ils élèvent les jumeaux comme les leurs, et l'année suivante naît Julie, petite boule de joie aux boucles blondes qui illuminent leur appartement de Gennevilliers. La famille s'installe dans un HLM modeste, où les murs fins résonnent des éclats de voix et des accords de guitare. Pierre, entre 2 enregistrements, cuisine des plats occitans hérités de sa mère. Cassoulet mijotant sur le feu, arrosé de vin du Tarn. Les enfants grandissent au rythme de ces répétitions. Anne et Alain, complices turbulents, apprennent les rudiments de la musique sur un vieux clavier. Julie, la cadette, s'endort bercée par tonton Cristobal, que son père lui chante en la poussant sur la balançoire du jardin. Ces moments, saisis dans des Super 8 granuleux, montrent un Pierre domestique, loin du saltimbanque. Il répare les vélos, lit La Fontaine réécrite à sa sauce argotique et improvise des histoires où les héros sont des plombiers philosophes. Le succès grandissant ne fissure pas ce cocon. En 1964, le torboyau explose les chartes, mais Pierre rentre chaque soir pour le dîner, refusant les sirènes de la gloire. Rebecca, pilier discret, gère les contrats et les factures, tandis que les enfants assistent aux premières parties. L'Olympia en 1966, où les jolies colonies de vacances provoquent un scandale jovial, censuré par Yvonne de Gaulle pour ses allusions espiègles. Anne se rappelle. Maman était notre encre. Elle riait des critiques, disait que papa chantait la vie vraie, celle des familles comme la nôtre.
Julie adorait ces soirées. Elle dansait sur scène, minuscule tornade, et le public applaudissait plus pour elle que pour les chansons. Pourtant, sous cette idylle, des ombres planent. Pierre, marqué par sa pleurésie, veille sur la santé des siens avec une anxiété contenue. Les voyages en Irlande, où ils achètent une maison près du lac Corrib, deviennent des rituels de guérison. Pêche à la truite, promenade sous la pluie fine, où ils composent « Il y a 50 gosses dans l'escalier », hymne aux joies bruyantes de la paternité. Rebecca, avec sa force tranquille, transforme ses exils en havre de paix. Leur amour forgé dans l'adversité est un duo harmonieux. Lui, le verbe « elle », le silence complice. In, aujourd'hui, en parle avec une tendresse voilée. Il s'aimait comme dans les ballades qu'il n'a jamais écrites. Papa disait que sans maman, ces mots seraient des coquilles vides. Julie était leur soleil. Elle riait de tout, copiait les grimaces de papa pour nous faire pleurer de joie. C'était une famille imparfaite, mais soudée, où l'humour pansait les bobos. Cette période, apogée d'une vie familiale rayonnante, préfigure les fractures. Les enfants grandissent, les jumeaux s'émancipent vers des vies discrètes, loin des spotlights. Julie, rebelle douce, rêve d'une carrière artistique, mais Pierre, protecteur, l'encourage vers des études stables. Rebecca, sentinelle vigilante, perçoit les premiers signes de fragilité chez son mari. Ses quintes de tous après les concerts, ses nuits agitées, où il murmure des peurs. Inavouées. L'amour qui les unit est une forteresse, mais les vents du destin commencent à souffler, annonçant les assauts à venir. Les années 70 marquent l'apogée de Pierre Perret, ce magicien des ondes qui transforme l'argot en or pur. Le Zizi, en 1975, vend plus de 600 000 exemplaires, provoquant rires et débats sur l'éducation sexuelle avec sa gouaille irrévérencieuse. Les salles s'emplissent. Olympia bondée, Zénith en ébullition, où il alterne calembours paillards et ballades tendres comme Lily. Ce cri antiraciste qui lui vaut le prix de la LICRA en 1978. Sur scène, il est un colosse bienveillant, guittré en sautoir, mimant les traversées de plombiers philosophiques ou les colonies de vacances fantaisistes. Le public des familles Osandia, vient pour l'humour, reste pour l'humanité qui sointe de chaque syllabe. Derrière les coulisses, la famille suit le rythme effréné. Rebecca orchestre les tournées depuis leur nouvelle demeure, à Nangis, une ferme rénovée où les enfants ont leur chambre tapissée de partitions. Anne, adolescente, aide à la correspondance. Alain, passionné de mécanique, répare la vieille Mercedes des routes irlandaises. Julie, fleur bleue, compose ses propres airs, rêvant d'un duo filial. Pierre, entre deux avions, leur téléphone depuis des hôtels anonymes. Mes amours, je rentre avec des histoires de fous. Ses engagements s'élargissent, chansons pour enfants avec Mon petit loup, satire sociale comme Ma nouvelle adresse, hommage à Brel. Il publie Le Petit Perret, illustré par l'exemple, dictionnaire d'argot qui devient Bible des lettrés espiègles. Les honneurs pleuvent. Passage chez Pivot à apostrophe, où il récite La Fontaine en Verlan, membre du Conseil supérieur de la langue française. Pourtant, le triomphe cache des fissures. La censure de Les Jolies Colonies en 1966 a laissé des traces, et Pierre, lucide, critique l'industrie. La chanson, c'est du vent si ça ne gratte pas l'âme. Anne observe. Sur scène, il était invincible.
un géant qui domptait les mots, comme un dompteur. À la maison, il doutait, relisait ses textes jusqu'à l'aube, craignant de trahir son public. Julie le taquinait. « Papa, tes zizis font danser la France, arrête de philosopher. » Ses rires étaient notre oxygène. La décennie s'achève sur Elle attend son petit, plaidoyer pour le droit à l'avortement, qui divise mais affirme son rôle de conscience. Pierre, à Nangis, plante un verger, symbole de racines durables. Ses chansons, diffusées à la radio, unissent des générations. Mères chantant, cuisses de mouche à leurs filles, ouvriers fredonnant le plombier. Ce triomphe est un sommet radieux, où l'espiègle rime avec l'éternel, mais les premières ombres familiales s'allongent. Julie, adulte, s'éloigne vers Paris, et Pierre sent le poids des ans dans ses articulations. L'été 1995 s'annonce comme un mirage de sérénité. Pierre, à 61 ans, prépare un duo avec Sophie Darel sur Maître Pierre, clin d'œil nostalgique aux années bleues. La ferme de Nangis bourdonne. Verger en fleurs, la Corribe appelant à l'exil irlandais. Julie, 32 ans, rayonne d'une vitalité contagieuse. Artiste en herbe, elle dessine des costumes pour des théâtres parisiens, son rire cascadant encore dans les couloirs familiaux. Elle visite souvent, apportant des croquis foisonnants, des anecdotes de nuits blanches en atelier. Pierre, fier, lui dédie des impro-guitares en main. Ma petite rebelle, tu portes le feu occitan. Rebecca, sentinelle éternelle, prépare des festins arméniens, où les épices masquent une inquiétude sourde. Julie, ces derniers mois, semble plus pâle, ses yeux voilés d'une fatigue inexpliquée. Juillet frappe comme un orage sans éclair. Un appel matinal, un silence assourdissant au bout du fil. Julie est partie, emportée par une maladie foudroyante dont les détails restent scellés dans le deuil familial. Un mal insidieux, peut-être un cancer galopant, qui a rongé son corps en quelques semaines. L'hôpital, ses couloirs stériles aux néons blafards, devient un labyrinthe de murmures. Pierre, effondré dans un fauteuil, serre la main de sa fille jusqu'au bout, chantonnant inaudiblement Tonton Cristobal pour conjurer l'horreur. Rebecca, statue de sel, organise les funérailles dans l'intimité, loin des flashs. Les jumeaux, Anne et Alain, rappliquent, visages creusés, formant un rempart muet autour du père brisé. Les jours suivants sont un brouillard. Pierre erre dans la ferme, guitare muette, fixant le vide où dansait Julie. Il annule des concerts, prétextant une grippe. Mais les proches savent, c'est le cœur qui saigne. Dans Le Café du Pont, son autobiographie de 2005, il évoquera ce gouffre, une douleur qui ronge comme une pleurésie éternelle, plus vicieuse que celle de sa jeunesse. Anne, témoin privilégié, décrit ces nuits où il pleure en silence, le corps secoué de sanglots étouffés. Papa n'était plus que l'ombre de lui-même. Il répétait « C'est la pire chose qui puisse arriver à un parent, enterrer son enfant ». Julie, si vive, si pleine de projets. Un spectacle qu'elle montait, un voyage en Arménie avec maman. Son absence a creusé un vide que rien ne comble. La presse, respectueuse, tait les circonstances précises, honorant le voile pudique jeté sur le drame. Pierre reprend la scène des mois plus tard, masquant le deuil sous des sourires forcés, mais Rise pilée en 1989, déjà chantée, prend une teinte prophétique. Famine, excision, pertes absurdes. Les fans sentent le tremblement dans sa voix lors de Lily,
comme si chaque note portait le poids d'une fille disparue. Rebecca, pilier fissuré, s'efface davantage, soignant son mari avec des tisanes et des silences complices. Les jumeaux, protecteurs, veillent. Alain répare tout ce qui casse. Anne archive les souvenirs. Photo jaunie où Julie rit aux éclats. Ce chapitre marque un basculement. Le triomphe vire au tragique. L'espiègle cède à l'abîme. Pierre, lucide, confie plus tard à Alessandra Sublet en 2013. La lucidité est le plus grand fléau d'une vie. Julie, enterrée dans un lieu tenu secret, devient un fantôme bienveillant, inspirant des textes plus graves comme La Petite Kurde en 1982, réécrit dans l'urgence du deuil. Anne, en 2025, encore hantée, ajoute « On a tous changé ce jour-là. Papa a continué pour nous, mais une part de lui est restée là-bas, dans cet été maudit. C'était le début de la fin, sans qu'on le sache. » L'abîme de 1995 n'est pas qu'une perte. C'est une fracture qui irradie, préparant les chutes ultérieures. Les années post-1995 sont un lent effritement, masqué par l'inertie de la carrière. Pierre, propulsé par le deuil en mode survie, enchaîne les albums. Le plaisir des dieux en 2002, paillardise qui sonne comme un défi au chagrin. Nangis devient forteresse où Rebecca, 70 ans passés, tient les rênes avec une fermeté arménienne. Elle gère les éditions Adèle, trie les lettres de fans, cuisine des dolmas qui embaument la ferme. Pierre, reconnaissant, lui dédie des silences. « Sans toi, je serais un arbre sec. » Leur complicité, affinée par les épreuves, est un ballet muet. Elle anticipe ses migraines post-concert. Il lui compose des airs privés, échos de leur jeunesse barclayenne. Mais le temps, impitoyable, ronge le pilier. Dès 2000, Rebecca montre des signes. Fatigue persistante, oubli fugace. Pierre, hanté par Julie, minimise. « C'est l'âge, ma douce. » Les médecins diagnostiquent un Alzheimer insidieux en 2005, coïncidant avec le Café du Pont, où il exorcise les fantômes familiaux. Les scènes se multiplient. Olympia en 2007 pour 50 ans de chansons. Mais à la maison, le chaos s'installe. Rebecca, jadis organisatrice infaillible, égare les clés, confonde les dates. Pierre, démuni, engage une aide-soignante, mais c'est lui qui veille les nuits, lisant La Fontaine pour raviver les souvenirs. Anne, installée à proximité, alterne visite et crise. Maman s'effaçait, comme un tableau sous la pluie. Papa luttait, composé pour elle blanche, mais ses yeux trahissaient la panique. 2010 marque l'accélération. La femme grillagée dénonce l'enfermement, miroir involontaire de la maladie. Rebecca recluse dans une chambre aux murs tapissés de photos. Julie riant, jumeaux enfants, perd les mots. Pierre annule une tournée irlandaise, priorisant les promenades au verger, où il lui raconte des histoires inventées. Les duos avec les ogres de Barbac en 2003, puis Tina Arena en 2015, apportent des bouffées d'air. Mais le retour à Nangis est un arrachement. Alain, distant par choix, envoie des colis de livres. Anne coordonne les soins, cœur serré. Rebecca, dans ses lucides rares, murmure « Pierre, promets-moi de ne pas t'arrêter. » Il promet, mais le poids grandit. La fin vient en douceur. Automne 2020, au milieu du confinement covidien. Pierre, confiné avec elle, compose Les Confinis, satire légère pour masquer l'angoisse. Rebecca s'éteint paisiblement, entourée, à 85 ans, après 15 ans de combat. Pierre, veuf éploré, enterre une moitié de lui dans le petit cimetière de Nangis,
près d'un chêne centenaire. Pas d'enterrement public, une messe intime, où il chante les baisers d'une voix brisée. Anne, pilier filial, témoigne. Perdre maman, c'était amputer papa de son oxygène. Il errait, guitréen en main, mais sans elle, les notes sonnaient faux. Julie partit, maintenant maman. Il disait « Je suis un survivant maudit, Anne. La vie me prive de mes muses. » Ce deuil, plus insidieux que celui de Julie, isole Pierre. La ferme, vide d'écho féminin, devient mausolée. Il publie « Ma vieille carcasse » en 2021, hymne à la décrépitude, où Paris saccagé critique Hidalgo comme un cri contre l'absurde. Les honneurs, commandeur des arts et lettres en 2014, monument sur l'A62 en 2023, sonnent creux. Poème virulent contre Rima Hassan en 2024, soutient nos gilets jaunes. L'engagement persiste, mais teinté de mélancolie. Anne confie « Papa s'est muré », les tournées. Mes adieux provisoires étaient littérales. Sans maman, la Seine n'était plus un refuge, mais un exil. Il pêchait seul au Corribe, guettant des fantômes. C'était l'effritement lent, le pilier qui s'émiette, laissant un homme face à ses ombres. Veuf et diminué, Pierre Perret entame les années 2020 comme un funambule sur un fil usé. Nangis, jadis havre familial, résonnait de silences assourdissants. À 86 ans en 2020, il lance sa tournée d'adieu, mais le Covid fige tout. Confinement successif, où il compose en solo, face à un micro éteint. Les Confinis devient tube ironique, mais les nuits sont peuplées de Julie et Rebecca, spectre bienveillant dans ses rêves. Anne, unique ancrage, multiplie les visites, apportant des repas, des vinyles rayés. Alain, plus distant, appelle sporadiquement, invoquant une vie familiale à l'abri des médias. Pierre, lucide, déplore « Mes petits-enfants » Des ombres, je ne sais même pas si je suis arrière-grand-père. La célébrité les effraie. La santé, compagne traîtresse, s'affole. Les poumons, marqués par la pleurésie de 1958, sifflent après les efforts. Les articulations grincent comme un vieux saxophone. En 2023, un malaise sur scène, écho à celui d'Arditi, le décide. Fin des concerts. Je ne supporterai pas de tomber, de bafouiller devant vous, confie-t-il à Ciné Télé-Revue. Il se retire à Nangis, cultivant son verger, pêchant virtuellement via des livres. Les sorties d'albums persistent. Humour Liberté en 2018, hommages à Charlie Hebdo, poème cinglant en 2024. Mais l'isolement guette. Amis comme Rocard ou Jospin disparu, cercle rétréci à Anne et une poignée de fidèles. Anne dépeint un père spectral. Il parle au mur, récite vers de colère pour chasser l'ennui. Julie et maman hantent chaque recoin. Il pose des photos sur la table, comme des autels. Ses yeux, jadis pétillants, sont voilés. Il rit encore de ses calembours, mais c'est forcé, un masque sur le vide. Les petits-enfants l'appellent parfois, mais c'est poli, distant. Papa dit « J'ai donné ma vie à la chanson, et elle m'a volé ma famille. » Les honneurs pleuvent, écoles à son nom, Rose Pierre Perret, mais il les balaie, des médailles pour un vieux carcasse. 2024-2025 accélère la descente. Hospitalisation pour essoufflement, où il refuse les visites, craignant d'effrayer. Un livre, Mémé Anna, sort en 2025, hommage à sa mère, mais les dédicaces sont virtuelles.
Pierre, confiné dans sa tête, compose mentalement, griffonnant sur des carnets. Anne, inquiète, le pousse vers des thérapies. Il résiste, fier occitan. La douleur, c'est mon carburant, dit-il. Mais je vois la solitude le ronger comme un ver dans le bois. Sans Julie, sans maman, sans scène, il est un survivant nu, attendant l'appel final. Ce chapitre est un lent crépuscule. L'homme public s'efface, laissant un père brisé, dont les mots, jadis libérateurs, se muent. Tant murmure. Octobre 2025. La nouvelle tombe comme un couperet discret. Pierre Perret s'éteint dans la nuit, à 80 ans, non, dans son lit de Nangis, entouré d'Anne et d'un silence complice. Pas d'agonie spectaculaire, une défaillance cardiaque, après des mois de déclin, essoufflement chronique, confusion légère, un corps qui rende les armes. Anne, à son chevet les dernières heures, lit des fables de La Fontaine adaptées, celles qu'il réécrivait pour Julie et enfants. Il sourit faiblement, murmure « Ma petite, dis-leur que j'ai ri jusqu'au bout. » Rebecca et Julie, dans son délire final, l'appellent. Il tend la main vers l'invisible. Les funérailles, au cimetière de Nangis, sont un adieu sobre. Famille close, amis triés sur le volet. Michel Drucker, les ogres de Barbac. Pas de panégyrique public. Pierre haïssait les hommages larmoyants. La presse titre sobrement, évoquant une légende partie dans la discrétion, mais Anne, pour la première fois, s'ouvre. Papa n'a pas lutté. Il s'est incliné, fatigué de survivre. La douleur de Julie l'a fendue en deux. Celle de maman l'a vidée. Ces dernières années, il vivait pour les souvenirs. Le saxophone de Toulouse, les rires de Gennevilliers, les pêches irlandaises. Il disait « La mort, une pause bien méritée ». Mais c'était du bravache. Au fond, il redoutait l'oubli, pas pour lui, mais pour nous. L'héritage, immense, mais teinté de mélancolie. Ces chansons, diffusées éternellement, masquent le tragique. Un homme qui a chanté la joie pour conjurer les abysses. École, rue, monument, le monde honore le poète, mais Anne sait la vérité. Il était avant tout père, époux, survivant. Sa fin n'est pas tragique par la mort, mais par les absences qui l'ont précédé. Julie emportée trop tôt, maman effacée par la maladie, la famille dispersée par la gloire. Papa s'est éteint, murmurant des mots d'amour, comme ses ballades.